Ok, c'est parti. Merci beaucoup Vincent d'être présent aujourd'hui. Un Donc, plaisir. le but de ce workshop, c'est qu'on puisse en savoir davantage sur toi, avoir un petit peu un retour d'expérience de ta part sur tes différentes fonctions. Tu nous Mhm. racontes un petit peu qui tu es, et puis qu'on ait une conversation. Et puis, tous les spectateurs, n'hésitez pas à interagir, à nous poser vos questions. On sera ravis d'y répondre. Donc, pour démarrer, Yes. je me présente très brièvement. Donc, je m'appelle Otman, j'ai 25 ans. Je suis directeur commercial chez Textmaster, une solution de traduction et de rédaction. Et à côté de ça, je suis sales coach chez Human School. Est-ce que tu peux bien te présenter, s'il te plaît, Vincent? Ouais, je vais essayer d'être aussi bref que toi. Du coup, Vincent Plassard, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je suis growth manager chez Reveal. On vient tout juste de changer de nom. Vous pourrez découvrir, mais c'est un nouveau produit, un nouveau marché. On permet aux entreprises d'accélérer leur croissance avec leur écosystème, de collaborer avec d'autres entreprises du même secteur. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion effectivement de rentrer plus en détail pour les différentes expériences passées. Yes, avec plaisir. Justement, parle-nous-en un petit peu. Dis-nous qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver là. Ouais, du coup, j'ai eu l'occasion de faire ma petite bio pour cet événement. Mais justement, pour revenir dessus, moi, j'ai fait un parcours assez classique donc d'école de commerce, où je me suis vite passionné par le marketing digital et le growth marketing. J'ai fait, j'ai fait des stages, j'ai fait du freelance en fait pendant que j'étais en études pour Shaper, qui est une application de rencontres pro, et pour Sharp, qui a été racheté par Mixdata et en fait qui était spécialisé dans la lead generation, ou en tout cas une partie qui était justement entre autres de la recherche de contacts clés, d'enrichissement de données et donc de revente entre guillemets de listes pour des entreprises comme Waze, Google ou Microsoft. Donc ça c'était du freelance. J'ai fait un stage de fin d'études chez Storefront, qui est une plateforme, une marketplace pour louer des espaces éphémères pour les marques. Donc, toutes les marques qui ont des événements temporaires, qui sont présents pendant la Fashion Week ou qui ont juste un besoin de location immobilière temporaire. J'étais dans l'équipe gross marketing et donc l'objectif c'était vraiment craquer le modèle marketing. Il y avait pas encore, enfin rien n'était fait en fait. J'ai pu justement toucher un peu à tout, inbound, outbound. Donc c'était mon stage de fin d'études et ensuite j'ai rejoint Spendesk à l'époque, donc on était 20-25. En tant que lead generation manager, où mon rôle c'était vraiment d'épauler l'équipe sales. Donc il y avait 5 commerciaux à l'époque pour les marchés France, UK et Allemagne. UK Angleterre c'était de les épauler sur justement sur nos objectifs de croissance, donc de générer des opportunités des clients tout le travail qui est en amont. Donc on pourra rentrer dans les détails également. Et ça, je pense euh, entre guillemets jusqu'à 15-20 commerciaux. Ensuite on a vraiment entre guillemets bâti des équipes. Et je suis parti de Spendesk fin août dernier. Donc l'entreprise avait 200 employés à ce moment-là. Donc, il y a énormément de choses de changer. Et justement, je pense que c'est assez intéressant de voir comment évolue ce poste et comment évolue même une entreprise de cette taille-là, de 20 employés à 200 employés. Et donc, j'ai rejoint Reveal en octobre. On était une petite douzaine, là, on est une petite vingtaine. C'est un tout autre modèle, une toute autre taille. Mais c'est tout aussi intéressant. Une nouvelle aventure, du coup. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux revenir au tout début sur comment tu as fait pour devenir freelance alors que tu étais encore étudiant pour des boîtes qui sont quand même pas mal reconnues? Ouais, alors du coup c'était enfin pour une entreprise qui bossait avec ces entreprises-là, c'était pour être très honnête assez opportuniste à ce moment-là en fait. Il me semble, si je me trompe pas, que c'était sur des groupes Facebook d'écoles justement d'alumni en fait qui postaient, enfin qui y travaillaient en fait, et donc qui a partagé cette opportunité. Donc moi j'ai sauté dessus et comme tout travail, etc. Il y a eu des tests et c'était un peu par opportunité, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant et enrichissant et rémunéré, il y avait une rémunération aussi qui était
intéressantes. Alors, du coup, dis-moi, comment tu as commencé à faire pour te former sur quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant? Ouais, bah du coup, je suis un peu entré dedans justement. Donc il y avait en fait tout sujet marketing qui m'intéressait de manière générale et tout ça, c'était plutôt plus ou moins de la curation de contenu. C'était vraiment euh, ingérer, digérer tout ce que je pouvais trouver sur le net. En ce qui concerne réellement ce côté, euh, enfin, lead generation justement de mon travail en freelance, c'était vraiment opportunité. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que j'ai fait des choses vraiment un peu. Je commençais par le bas, c'est-à-dire, enfin, commencer par la base, c'est-à-dire faire les choses vraiment de manière entre guillemets manuelle à la base, de comprendre donc justement comment aller chercher des informations à des entreprises, définir vraiment justement ce qu'on appelle ICP, Ideal Customer Profile, vraiment définir quelle est l'entreprise cible, qui sont les contacts clés, quelles sont les informations dont on a besoin, comment aller les chercher, et tout ça de manière très manuelle. Pour après, à la suite, justement, ça s'est reflété un peu par la suite, mais d'automatiser toutes ces tâches, d'aller vraiment chercher ça de manière massive pour l'actionner. Donc, enfin, c'est vrai que ça s'est fait un peu de manière naturelle. C'était pas quelque chose que j'ai, comment dire, que j'avais listé dans ma to-do de le faire de cette manière. Mais c'est assez intéressant parce que finalement, euh, tout, enfin, j'ai vraiment fait de la façon manuelle jusqu'à l'automatisation. Et ensuite, il y a eu aussi chez Spendesk notamment, pendant longtemps, on travaillait avec des freelances qui faisait ce travail-là que j'ai fait en fait auparavant. Parce que donc, quand on a des problématiques de données, il y a toujours des choses qui restent difficiles à faire de manière automatique. Et donc, en fait, on va remplir la raquette, enfin, on va remplir les trous dans la raquette avec des ressources extérieures. Et donc, en fait, j'ai recruté les gens pour faire ce que je faisais auparavant. Et donc, c'est assez intéressant de voir que ça évolue de cette manière, en fait. Ok. Et du coup, c'est quoi les missions principales d'un growth manager? Bah, du coup, ouais, donc, il y a deux choses. Enfin, quand je suis arrivé chez Spendesk, donc il y avait 5 commerciaux. Donc, on avait des objectifs de nombre d'opportunités à générer, de nombre de clients. Et donc, bah, on a toujours ce funnel et donc on remonte enfin, on remonte ce funnel selon les taux de conversion qu'on a. Donc, si il nous faut 10 clients et qu'on a un taux de conversion de temps, combien il nous faut générer d'opportunités, combien il nous faut donc de personnes à contacter. Là, je parle vraiment d'un modèle outbound où vraiment on va identifier et chasser notre cible parce que c'était le cœur un peu du moteur chez Spendesk depuis le début, parce que la solution se veut enfin, un peu nouvelle dans le sens où elle remplace plusieurs solutions. Donc, c'est juste pour rappel, justement, Spendesk, c'est un outil de gestion des dépenses. Et donc, il y a plusieurs outils qui vont être remplacés par un outil comme Spendesk. Et donc, il fallait un peu évangéliser le fait que les entreprises peuvent utiliser une solution euh, à la place de leur solution existante. Et donc, ça voulait dire aller échanger avec ses directeurs financiers, avec ses responsables comptables, avec ses équipes, et donc faire passer ce message-là. Et donc, justement, ce qui était très intéressant, c'est quand je suis arrivé chez Spendesk, ce qu'on m'a dit, c'est tu vas être le bras droit des sales, de l'équipe commerciale, et donc tu dois être aussi bon qu'eux, voire meilleur. Et donc, je pense que c'est assez intéressant de prendre ça en compte parce que c'est même dans l'état d'esprit. Euh, J'avais ma liste de prospects dans mon onboarding que je devais contacter, faire du cold call. Je suis allé sur le terrain avec des sales, vraiment de faire le métier sales pour savoir en fait, bah, déjà en fait d'avoir tous euh, les, euh, les aboutissants, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'avoir vraiment la vue globale de ce qu'est le métier, voir aussi là où il y a des trous dans la raquette, qu'est-ce qui peut être amélioré en termes opérationnels, parce qu'il y a aussi ce côté rendre les équipes plus productives, faire en sorte qu'en fait les équipes commerciales, leur rôle, c'est vraiment d'engager les prospects, d'échanger avec eux, de créer du lien, de comprendre leurs problématiques et pas de se disperser sur d'autres tâches notamment justement trouver des informations, trouver les bons contacts, trouver les emails, les numéros de téléphone, tout ça. Et donc, il y a ce côté euh, comprendre quel est le métier de sales,
à qui on s'adresse. Donc, suivre faire ce qu'on appelle du shadow call, c'est-à-dire aller avec les commerciaux pendant les démos, les écouter justement, les écouter pitcher, faire nous-mêmes ce travail-là pour voir ce que c'est, enfin, pour voir ce que ça donne, comprendre aussi euh, comment, quel est le verbatim des prospects. Et ensuite, bah, donc, il y a tout le travail de en fait, identifier toutes ces problématiques de compréhension du persona et ensuite mise en place de recherche des cibles, des cœurs de cible, donc des entreprises, des contacts clés. Et donc là, on rentre vraiment dans le process, mais tout ça, finalement, on peut le trouver partout. Enfin, les outils, les process sont un peu partout. Euh, et, euh, et comment faire pour se dire, l'équipe commerciale aujourd'hui compte 5 personnes. Dans 6 mois, potentiellement, ils seront 15, 20, 30. Comment on réfléchit pour que en fait, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui soit, enfin, qu'on ne soit pas surpris dans 6 mois de ne pas avoir enfin, de ne pas avoir une machine qui tourne. Et donc, il y a ce côté-là, justement, nous, chez Spendesk, c'était le pari d'avoir un ingénieur dans notre équipe. Justement, on avait, enfin, comment dire, la spécificité d'avoir une équipe grosse qui est à part de l'équipe marketing, où on avait des marketeurs ou des profils business et des ingénieurs. Et donc, moi, je suis arrivé en tant qu'Aurélien, un gros ingénieur, où notre rôle, c'était vraiment de créer cette machine qui fait que, justement, on peut supporter la croissance à venir et les objectifs futurs. Ok, donc pour récapituler, ton rôle, c'était de faire en sorte d'avoir une machine commerciale qui roule. Et ça commence par la base et par ce qui prend beaucoup de temps aux commerciaux. Trouver les bons leads, trouver les bonnes informations, les bons contacts, les emails, les numéros de téléphone, etc. Pour que les commerciaux puissent réellement se centrer sur leur cœur de métier réel, qui est échanger, vendre, discuter, attirer de l'intérêt envers une solution, et pas Ouais, du coup ce qui leur prend 50% de leur temps, s'ils le font de leur côté, pour prouver les bonnes informations, prospecter, etc. ouais, exactement. Est-ce que tu avais comme mission également de créer les cadences de prospection, par exemple? Ouais, et donc, justement, il y avait cette notion. Donc, en fait, d'identifier qui est notre cible, justement, est-ce que c'est des entreprises entre 50 et 100 employés, 500 et 1000 employés. Donc, il y avait enfin, tous ces critères, en fait, firmographiques, euh, entreprises à forte croissance, dans telle ou telle industrie. Et en fait, selon nous, nos critères qui étaient très propres à nous, c'était quelles sont les entreprises les plus intéressantes ou les plus importantes pour nous en termes de fit et de potentiel revenu. Et donc ensuite, on avait justement une distinction de ce qu'on appelle des tiers. Donc c'est comment on priorise des comptes. Et donc on avait entre guillemets, enfin, prio 1, prio 2, prio 3. Et donc les prio 1, c'était vraiment les gros logos, les comptes qui correspondent à nos critères et à notre cœur de cible. Ces entreprises-là, justement, on allait chercher entre 3 et 5 décisionnaires. Ils étaient traités de manière plus personnalisée, plus manuelle par l'équipe commerciale, avec plus d'efforts sales, c'est-à-dire il y aurait plus de touchpoints, d'email, de numéro enfin, de téléphone, de LinkedIn. Et plus on allait vers justement la prio 3, moins on allait, entre guillemets, mettre d'efforts. Et donc, c'était notamment les entreprises qui étaient gérées de mon côté et du côté grosse, de justement gérer ces entreprises vraiment entre guillemets, faire du quasi 100% automatique pour que l'équipe commerciale ne gère que les réponses. Ok. Et il y avait aussi un travail quand même donc il y avait ce côté-là, et il y avait le travail quand même avec les sales de manière générale, d'identifier quels sont les segments qu'on va aller cibler en priorité. Et donc, quel est le message qu'on va apporter? Est-ce qu'on a du contenu? Est-ce qu'on a des cas pratiques à mettre en avant? Est-ce qu'on a des articles qui vont résonner, etc. Et donc, il y avait ce double travail de identification des segments avec l'équipe commerciale, travail des séquences avec l'équipe commerciale et ensuite la gestion automatique des entreprises, entre guillemets, moins prioritaires Ok. ou moins Donc, importantes. pour être sûr de comprendre, donc tout ce qui est tiercé, donc les entreprises les moins intéressantes pour vous, Mhm. ça, c'est des cadences 100% automatiques lancées par l'équipe Growth. Et comment c'était dispatché quand, par exemple, il y avait une réponse?
Du coup, donc nous, on avait la France, donc l'Angleterre et l'Allemagne. Et donc, nous, on avait, on avait au tout début, en fait, c'était vraiment, ça commençait comme un embryon, c'est-à-dire qu'on allait tester des segments. En général, on était sur un volume qui était encore assez, entre guillemets, peu volumineux. Et en général, en fait, on j'ai trop de termes anglais, mais on poquait avec un commercial. Donc, en fait, on testait le segment avec un commercial. Et en fait, vu qu'on avait plusieurs segments, on allait plus ou moins mettre un sales sur une audience et voir quels étaient justement les résultats. Et lorsqu'on avait, par exemple, une industrie ou un segment qui résonnait bien et pour lequel on allait étendre le volume et la prospection, c'est quelque chose qu'on allait donc dispatcher de manière plus répartie en fait sur l'équipe de BDR. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionnait d'abord en termes de manière embryonnaire, expérimentation, et ensuite on étendait sur l'équipe sales. Ok. Un test, c'est combien de personnes à contacter ou combien de boîtes à contacter pour avoir suffisamment de data pour pouvoir prendre des décisions? Ouais, bon, en général, j'aimerais bien dire environ 300 entreprises, mais on était davantage sur une centaine. On testait sur une centaine de comptes. Après, on avait quand même des segments parfois qui étaient très, très niches, pour lesquels en fait, on savait que ça fonctionnait bien. Enfin, on avait des très bons retours et même sur notre base client, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais regarder sa base client, c'est quelque chose qui est essentiel. Justement, dans le rôle de growth manager ou de lead generation manager, euh, il y a un peu ce rôle de mémoire, enfin, je ne veux pas dire cerveau, mais plus mémoire de connaître enfin, déjà comment fonctionne un CRM et qu'est-ce qui est dans son CRM en termes d'entreprise et encore une fois de compréhension du persona. Et donc, il y avait certains segments qui étaient plus niche. Donc, par exemple, je vais prendre tout ce qui est Host and Fly. C'était conciergerie, exactement, conciergerie, qui était en fait un cas d'usage chez nous très spécifique où en fait ils avaient un fort besoin et ça restait en fait une cible très peu volumineuse. Euh, et là en fait c'est plus qu'on partait de notre base client, enfin, on avait un très fort engagement sur un faible volume, donc ça c'était moins c'était plus en fait, on était convaincus et on allait juste saturer le segment. Et pour le reste, effectivement, on allait plutôt sur. Donc ça dépendait effectivement des industries, encore une fois, mais on était davantage sur une centaine et on voyait comment ça réagissait pour étendre si besoin. Ok. C'est intéressant tout ce que tu me dis parce qu'on a à peu près la même organisation commerciale chez Textmaster. Donc Ouais. Textmaster, nous, on est une solution de trad et de rédac. Donc en gros, potentiellement, n'importe quelle boîte peut utiliser nos services à partir du moment où elle a des besoins de traduction ou de rédaction. Donc on a un marché très très large. Et en gros, on travaille sur 27 industries différentes. Ok. Même sur les 27 industries, il y a des boîtes plus intéressantes que d'autres, il y a des prospects plus intéressants que d'autres. Donc en Mhm. fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une cadence par industrie. Donc, chaque cadence a ses propres références, son propre tone of voice, ce qu'on pousse de la solution, etc., parce qu'on a une solution qui est assez complexe. Mais surtout, dans chaque industrie, on va avoir deux cadences différentes. Une cadence qu'on va appeler classique. Donc, c'est une cadence, une suite de 5-6 emails 100% automated. Et une cadence qu'on va appeler VIP, où là, en fait, on va mettre que des personnes décisionnaires dans des boîtes qui nous intéressent, sur lesquelles on a également un numéro de téléphone, et où là, du coup, on va faire et du mail personnalisé, et du mail automatisé, et du LinkedIn, et de l'appel téléphonique. Ouais. Non, mais c'est très intéressant parce que il y a toujours cette approche à garder en tête. Je pense que c'est le côté account-based. En fait, tu t'adresses, pourquoi tu t'adresses à cette entreprise, c'est par rapport à son industrie, par rapport à son pain point, ses problématiques, etc. Et pourquoi tu t'adresses aussi à un contact. Et effectivement, tu vas avoir parfois donc des séquences par industrie, mais aussi des séquences par persona. Justement, dans beaucoup d'entreprises, justement, tu n'auras jamais qu'un décisionnaire. Et par exemple, chez Spenex, c'était le directeur financier, parfois le CEO, parfois le directeur comptable. Et donc, forcément, il y a cette granularité qui rentre en jeu. Et l'objectif, c'est vraiment de réussir à avoir le message le plus pertinent possible pour l'entreprise et pour le contact. Et donc, il y a ce travail effectivement de granularité des séquences selon la personne ou l'entreprise à qui on s'adresse. Alors, on a une question intéressante.
Il y a Ivan qui nous demande quels sont les critères que tu utilises pour déterminer quelle boîte tu vas mettre dans quelle catégorie, prio 1, prio 2, prio 3. Ok. Du coup, encore une fois, ça dépend effectivement de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Chez Spendesk, en fait, il y avait ce côté euh, encore, c'est encore, comment dire, il y avait cet avantage-là en fait de s'adresser à des entreprises qui étaient tech-friendly, on va dire, qu'on peut retrouver aussi facilement sur LinkedIn. Et donc, il suffit de regarder les logos qui sont sur le site, mais c'est des entreprises qui sont très tech et donc qui en fait ont une très forte croissance, un potentiel d'achat assez élevé. Et en fait, nous, Spendesk a une solution qui s'adresse très bien à ces entreprises qui en fait, par exemple, imaginons, ils sont 30, 50, c'est là où ils commencent à avoir des problématiques pour gérer les dépenses en interne. Ils n'ont pas encore de solution, mais potentiellement dans 1 ou 2 ans, ils sont 150, 200. Et donc, en fait, le potentiel de croissance même en termes de revenus, euh, enfin en termes oui, de revenus avec Spendesk, il était vraiment accru. Donc vraiment la croissance pour nous c'était essentiel. Et donc on avait des logiques de en fait industrie, des entreprises qui sont dans les industries. LinkedIn ça peut être assez large, mais Internet et globalement qui sont des logiciels par exemple. Donc, computer software, des entreprises qui sont. Il y avait vraiment cette identification de segments ou d'activités qui se lient à la tech. Et il y avait ce côté croissance, des entreprises qui, par exemple, ont levé des fonds. Sur LinkedIn, maintenant, tu peux voir également le taux de croissance et d'évolution d'une entreprise. Donc, il y avait industrie, taux de croissance. Et après, il y avait le nombre d'employés, c'est-à-dire qu'on savait qu'au-delà d'un certain nombre, ça devenait plus complexe. C'était un cycle de vente qui était plus long. Ça demandait plus d'efforts sales et donc pas forcément suffisamment de retour d'investissement. C'est très propre à chaque industrie. Par exemple, aujourd'hui, chez Reveal, nous, c'est vraiment le signal, en fait, c'est l'écosystème de partenaires d'une entreprise. Et donc, plus l'écosystème de partenaires est élevé, plus pour nous, un signe c'est un signe intéressant pour nous. Et donc, en fait, par exemple, aujourd'hui, notre prio 1, ça va être des entreprises qui ont plus de X partenaires qui ont aussi entre temps et temps de nombre d'employés. Prio 2, ça va être moins de partenaires et potentiellement moins d'employés. Donc en fait, c'est comme des échelles, des ranges qu'on va établir en interne pour se dire en fait, telles entreprises qui répondent à tels critères, ça va être un cœur de cible. Donc là, je sais pas si c'est assez clair. C'est vrai que j'ai pris des critères assez larges. Enfin, j'ai pas pris des critères exacts, mais ok. Yes, alors je vais juste revenir sur le business model. Parce que tu en as parlé, tu as dit que plus il y a de personnes dans une boîte, plus le revenu est important chez Spendesk. Du coup, moi, Mhm. j'étais curieux de comprendre le business model de Spendesk pour vraiment que ça puisse Euh, encore plus appuyer le fait sur pourquoi une boîte, tu la mets en privé. ouais, du coup, c'était justement ce côté. Après, donc encore une fois, là, on va parler de pricing. C'est quelque chose qui est voué à changer énormément, qui a potentiellement déjà changé. Mais c'était justement un pricing qui était basé sur le nombre d'utilisateurs actifs sur la plateforme. Et c'est aussi la solution Spendesk qui en fait euh, évangélise le fait de dépenser en entreprise de manière autonome mais contrôlée par les équipes finance. Et donc, en fait, la vision, c'est de se dire, chaque personne qui a des dépenses à faire peut les faire de manière contrôlée. Mais dès que cette personne donc, utilise la plateforme, ça va, entre guillemets, rentrer dans le devis de l'entreprise. Et donc, il y avait ce côté-là, effectivement, plus il y a d'utilisateurs actifs, plus le revenu mensuel de ce client va être important. Donc forcément, une entreprise qui est vouée à grossir, à avoir plus de gens qui dépensent, plus de gens qui utilisent la plateforme, c'est donc que du bénéfice pour Spendesk. Et donc c'était là où était le cœur, c'était à se dire des entreprises qui ont beaucoup de dépenses, qui sont amenées à avoir beaucoup d'utilisateurs sur la plateforme, beaucoup d'engagement, vont être intéressants pour nous. Ok.
Je vais revenir encore un peu plus en arrière. Tu as Ouais, parlé du fait que tu travailles avec Alexandre, qui était Growth Engineer, et que vous développiez des projets ensemble pour rendre la stack et tout le process commercial plus intéressant. Est-ce que tu peux me parler d'un projet en particulier qui a vraiment eu une importance clé dans le développement de Spendesk? ouais, bien sûr. Aurélien, euh, Aurélien, j'étais j'ai presque. peut-être manipulé. Non, pas de souci. De manière générale, justement, il y a ce dont je parlais, le côté productivité. Et c'est assez marrant parce que du coup, il y a beaucoup de solutions qui existent maintenant pour le bien de tous. Mais il y a ce côté, en fait, s'assurer que déjà, on ait toutes les entreprises qui sont notre cœur de cible avec leurs décisionnaires et les informations dont on a besoin. Donc, il y a tout ce côté scrapping qui a été en fait internalisé, qu'on a vraiment ingénierisé et internalisé en interne. Et pouvoir aussi rendre autonomes les équipes sales lorsque typiquement ils s'adressent à un compte, ils veulent voir s'il y a un autre contact décisionnaire. Parce qu'il faut savoir que bah, justement dans la cible tech, il y a des gens qui partent, qui arrivent. Donc en fait, nous, on essaie de faire le plus gros, mais lorsqu'il y a 5% manquant, faire en sorte que l'équipe sales soit autonome sur ses tâches. Et donc, en fait, on avait créé par exemple une extension Chrome pour que lorsqu'ils sont sur LinkedIn, sur une page entreprise, ils sachent si elle est dans le CRM ou non, quel est son statut, s'ils sont sur la page d'un contact, savoir s'il est dans le CRM ou non, pouvoir avoir son email, son numéro de téléphone et l'importer facilement dans le CRM s'il ne l'est pas. Donc toutes ces tâches un peu justement de prospection euh, qui peuvent arriver, mais pour lesquelles on essaie de réduire au maximum la perte de temps des commerciaux. En fait, on l'a rendu on l'a ingénierisé. Et donc aujourd'hui, je pense, bah, c'est au cœur en fait de l'outillage chez Spendesk. Et aujourd'hui, bah, il y a une équipe je ne saurais pas dire combien ils sont, mais entre 60 et 100 commerciaux qui utilisent cette solution qui leur permet d'être plus productifs et vraiment d'avoir les informations hyper rapidement et de pouvoir en fait facilement, comme je disais, donc engager ces personnes sans avoir à se soucier de tout ce côté opérationnel. Donc ça, c'est très opérationnel. Euh, et après, bah, je pense qu'il y a pas mal d'expérimentations qui ont dû être euh, communiquées lors des webinaires par Jérémy Goyot avec qui je travaillais. Mais avec Aurélien, justement, Ghost Engineer, on avait, bon là, c'était vraiment un projet à part, mais on avait créé une fausse borne Wi-Fi pendant un événement pour pouvoir capter en fait les visiteurs. Et donc, en fait, on les redirigeait vers Alfie, qui est commercial et qui était sur place avec une grande carte, euh, une grande carte Spendesk. Et donc, ça, c'était un petit projet fun, on va dire. Ok, ça a l'air sympa. Je vais y revenir. Juste, je vais te poser une petite question sur ce que tu viens Ouais, de dire. bien sûr. Du coup, super idée ce que vous avez développé, mais pourquoi vous avez fait le choix d'internaliser la production, donc de prendre des heures de dev, etc. là-dessus, que de choisir une solution qui existe, parce qu'il en existe. Il en existe, ouais, mais il y a 2-3 ans, il en existait moins. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, on a des outils comme Leadjet. On a bah, justement, enfin, Leadjet, entre autres, parce que j'en connais pas nécessairement d'autres qui font ce côté LinkedIn, CRM, euh, qui permet d'être plus productif. Il y a SalesBolt, si tu veux un autre Salesbot, outil. ok. Ouais. Bah, je connaissais pas, donc ravi de découvrir. Il faudrait que je me le note. Mais du coup, comme tu le dis, et c'est pour ça que je dis ça, c'est aujourd'hui, il y a plein d'outils qui ont vu le jour, donc le bien de tous. À l'époque, c'était pas le cas. Et donc, on l'a fait pour bah, déjà, du coup, rendre nos équipes plus productives parce que c'était des outils qui n'existaient pas. Et ensuite, pour en fait avoir aussi forcément, c'est beaucoup de ressources mis là-dedans, mais il y avait ce côté en fait intégration de notre propre stack en fait. En fait, ce qu'on recherche à chaque fois chez un outil, c'est comment il s'intègre avec les outils qui sont déjà en place. Donc déjà, vu que cet outil-là n'existait pas à l'époque et qu'on avait des besoins très précis aussi, on a donc pris le choix, on a pris le pari en fait de le faire nous-mêmes. Et si aujourd'hui tu devais refaire ce choix-là, tu Alors déciderais aujourd'hui, d'utiliser une solution existante ou de le recréer quand même?
Non, bah justement, maintenant qu'il y a des outils qui existent, par exemple, il y a vraiment énormément d'outils qui voient le jour, justement, no code. Et aujourd'hui, par exemple, chez Webull, il y a pas mal de choses que j'ai mis en place, que j'ai pu faire et que potentiellement, il y a 2-3 ans, on l'aurait fait avec Aurélien. Mais donc, il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui sans nécessairement avoir de ressources tech, en ayant juste quelques connaissances ou compétences tech. Donc non, aujourd'hui, pour des, c'est vraiment plus pour enfin, des choses plus, euh, enfin, très tech et comment dire, dont les outils ne pourraient pas combler le manque. Mais tout ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les outils, euh, je, je foncerai vers les outils, quoi, Alright. Pour s'ils revenir s'intègrent bien. sur le petit hack que vous avez fait sur un événement, donc tu as dit une fausse Ouais. borne Wi-Fi. Donc en gros, une personne cherche un réseau Wi-Fi et elle tombe sur votre faux réseau Wi-Fi. Et en fait, c'est Mhm. quoi? Elle essaie de mettre un mot de passe et vous récupérez ces informations. Comment ça se passe? Comment vous avez pu récupérer des leads grâce à ça? Ouais. Alors, en fait, bon, bah, je vais essayer de le faire court. Mais c'était une longue histoire. Donc, on avait l'événement s'appelle SaaStock. Il a lieu à Dublin. On avait 3 ou 4 personnes sur place. Et donc, notre rôle, c'était de se dire, on n'avait pas à l'époque, pas de stand. Rodolphe, qui est le CEO, n'avait pas de session, enfin, il n'était pas speaker là-bas. Donc, en fait, on y allait vraiment sur place avec pas grand-chose. Et donc, c'était de se dire comment on fait pour tirer au mieux de cet événement. Et donc, Aurélien, on réfléchissait. On voulait, enfin, je lui ai demandé est-ce que c'est possible d'envoyer des notifs aux gens sur leur portable. C'était pas possible. Et donc, on a fini avec cette idée forcément de la bande Wi-Fi. Et donc, il y a plusieurs choses. En fait, l'idée, c'était de se rendre visible. Donc, en fait, les personnes qui étaient sur place avaient des gros pulls mauves, enfin violets, qu'on peut pas rater, des grosses cartes Spendesk qu'on peut pas rater non plus. Donc, on mettait. Et puis, en fait, j'avais fait une campagne aussi à Facebook ciblée. Donc, les gens potentiellement allaient voir la tête de Alfie, un de nos commerciaux, avec son pull et sa carte, pour savoir il était à l'événement. Et donc, cette bande Wi-Fi, où justement, avec un trait du bas ou un dièse, permettait d'aller au-dessus du Wi-Fi et même de l'événement. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils arrivaient ils arrivaient tout simplement sur un pop-up comme on peut avoir dans le train quand on est, enfin, quand on est dans le train, un pop-up qui apparaît. Et où en fait, c'était pour nous comme un panneau publicitaire où en fait on mettait encore une fois Alfie en avant avec son grand pull et sa carte, sa grande carte. Et on disait, en fait, on leur disait d'aller retrouver Alfie et qu'on avait en fait plein de cartes à distribuer avec des cartes gagnantes et des cartes avec des sous et d'autres qui n'en avaient pas. Et justement, en fait, on avait reçu quelques semaines auparavant un carton de cartes de notre fournisseur qui était inutilisable. Et donc, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, en fait, ils sont partis avec 3 cartons de cartes, des cartes inutilisables, et on a rajouté des cartes avec 20, 30, 50, 100 et 1000 euros. Et donc, on a comme ça, en fait, eu énormément de gens qui ont retrouvé l'équipe sur place, qui ont laissé leurs informations pour repartir avec une carte. C'est très intéressant. Donc voilà. C'est vraiment comment hacker un événement, comment Ouais, vraiment être créatif dans son approche commerciale, mais sur place, quoi. exactement. Bravo, je trouve ça vraiment très, très intéressant. On a une autre question de Ivan. Alors, il nous dit comment tu organises la partie testing pour trouver la meilleure séquence quand tu démarres Mhm. sur une nouvelle industrie. Est-ce que par exemple, tu crées 3 cadences A, B, C, tu les testes en même temps sur un nombre de leads donnés et puis tu analyses le retour par la suite? Ou bien tu as d'autres moyens de optimiser ce que tu fais pour tester une nouvelle industrie et puis tester une nouvelle cadence? Ouais, alors attends, je vais essayer de bien la relire. Il y a 2 choses. Déjà, quand on part d'une nouvelle industrie, on va partir de quelque chose qu'on connaît un minima, c'est-à-dire un client, par exemple, dans notre base de données. Donc, on va se dire, en fait, pourquoi cette entreprise de telle industrie utilise notre plateforme. Et donc, il y a quand même cette partie toujours à garder en tête, c'est qu'on ne part pas de zéro. On va quand même essayer de partir sur des informations dont on connaît, donc soit faire de la discovery après coup, soit en fait, on va pouvoir, je sais pas,
regarder l'enregistrement d'une démo sur cette entreprise, ou alors voir les notes qui ont été écrites par l'équipe sales, ou alors l'usage vraiment de cette entreprise sur la plateforme, pour en fait comprendre pourquoi cette entreprise utilise notre solution. Donc on part pas de zéro, on part d'un use case qui existe, et ensuite pour aller taper cette industrie. Et ensuite, est-ce qu'on crée plusieurs séquences, puis vous les lancez en même temps sur X nombre de leads et analyser leur retour par la suite. Effectivement, donc on reste sur un volume qui est assez faible. En général, en fait, on va quand même tester. On va pas tester trop de séquences, c'est-à-dire qu'on reste sur un volume qui est raisonnable. Donc, il y aura en général, il y aura une séquence avec potentiellement quelques mails A et B, mais de manière générale, en fait, tout la discovery, on le fait en amont. Et là, en fait, on n'est plus trop. En fait, tout ce qui est A/B test, on va le faire sur du volume de manière générale. Une fois qu'on a, une fois qu'on a suffisamment de volume pour. Comment dire, c'est davantage comment je pourrais dire ça? Du macro, c'est-à-dire comment faire pour que notre taux d'ouverture soit plus élevé, notre taux de réponse soit plus élevé. Mais tout ce qui est en fait euh, messaging même vis-à-vis d'une industrie ou d'un persona, c'est quelque chose qu'on va travailler en amont, soit en faisant un discovery sur quelques entreprises qui utilisent notre solution, soit vraiment en creusant leur usage. Donc c'est un peu, ça reste du gut feeling, mais qui est basé sur ce qu'on a pu faire en amont comme recherche. Ok. Donc, pour être sûr de bien capter ce que tu viens de dire, donc en fait, quand vous souhaitez tester une nouvelle industrie, Oui, trouver le bon message, vous regardez les notes de ce que les commerçants ont pu mettre pour comprendre les problématiques que ces entreprises ont. Et du oui. coup, vous allez mettre en abîme les problématiques dans le messaging, dans le copywriting, pour que ça puisse parler aux Mhm. personnes que vous cherchez à joindre. Exactement, ouais. Je pense qu'en fait, il faut vraiment réfléchir à où se trouve l'information. Et donc là, justement, je mentionnais les notes des sales lors des calls. Ça peut être dans le produit, ça peut être potentiellement ailleurs. Et effectivement, là, en fait, on va retirer, extraire en fait les problématiques mêmes qu'on va faire ressortir en fait dans les emails. Tout ce qui est ensuite A/B test, c'est des choses qu'on fait comme je disais, de manière plus macro, c'est-à-dire si c'est comment dire, l'approche, la première phrase dans l'email, si c'est le call to action, etc. C'est des choses qu'en fait on va faire avec le temps et sur du volume, et qu'on va réutiliser ensuite sur des séquences, mais où le messaging va pas forcément trop changer, parce que le messaging c'est vraiment le cœur de ce qui va en fait créer la curiosité et l'engagement chez ces personnes. Donc après, il y a potentiellement dans le temps la manière dont on va la formuler, mais c'est pas ce qui va être le plus changé, on va dire. OK. Et du coup, pour une Ah, ok. boîte qui se lance et qui du coup n'a pas beaucoup de data analysée, qu'est-ce Ouais. que tu leur conseillerais pour pouvoir justement trouver le bon message, la bonne manière d'approche, les bonnes cibles, etc. Ça fait beaucoup de questions en une, donc C'est- vas-y, Non, pas de prépare-toi. souci. Euh, Par exemple, en fait, encore une fois, là chez Reveal, on est une petite vingtaine, donc on a tous plusieurs casquettes, et il m'arrive encore de faire de la prospection parce que déjà, parce que ça me plaît, et parce qu'on a une solution qui s'adresse à des profils marketing aussi. Et donc, je vais contacter les gens par email, par LinkedIn, etc. Donc, je fais vraiment ce travail-là, entre guillemets, manuel, et avec cette recherche. Et justement, quand on démarre, quand on commence dans le lancement de sa startup, dans la prospection, en fait, tout ce travail-là, faut le faire de manière manuelle. Et je pense que c'est à force de le faire que en fait, le message va se trouver, et que tu vas comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Mais justement, en faisant ce travail de recherche, ton message il va toujours être différent. Si, imaginons que la personne est sur LinkedIn, l'entreprise aussi, tout est en ligne, les informations sont en ligne. Et ben en fait, tu vas essayer comment dire, d'engager et d'introduire la personne avec une approche qui serait vraiment personnelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle a posté sur LinkedIn, est-ce que son entreprise, est-ce qu'il y a eu une nouvelle en particulier, est-ce qu'elle est connectée avec telle ou telle personne que tu connais de ton réseau. Et donc chaque approche, je pense qu'il y a la fameuse phrase Do things that don't scale. euh, et donc commencer vraiment de manière manuelle, faire sa recherche, contacter les personnes. Et en fait, ton message, je pense qu'il va se travailler au fur et à mesure, même
même toi, en le faisant 10, 20, 30 fois, il va changer. Et justement, tu vas te rendre compte des messages qui fonctionnent, des réponses. Et justement, lorsque tu commences sans data, bah, faut créer cette donnée et faut le faire de manière manuelle, on va dire. Ok. Et du coup, j'imagine qu'il y a également des entreprises cibles pour vous qui sont des entreprises plutôt tradies, parce que si j'ai bien compris, section tech, c'est vraiment top tier 1, mais Mhm. tu as également des boîtes qui sont là-dedans. Comment vous faites pour vous organiser sur la lead gen pour ces boîtes-là? Sur le côté, de manière générale, sur le côté recherche, sur le côté engagement et contacting de ces personnes, Ouais. c'est un vrai sujet. Je pense que bah, c'est encore, c'est encore un sujet chez Spendesk, mais donc de manière générale, c'est vrai qu'il y a ce côté, notre cible, c'est les boîtes tech, mais en fait, tu te rends compte que c'est le cœur de cible, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui répond le mieux, qui convertit le mieux. Mais en fait, notre solution peut s'adresser aussi à des boîtes plus traditionnelles. Il y a deux choses. Bon, bah, c'est pas forcément réplicable facilement, mais la première, c'était en fait de se dire, on va aller les rencontrer. Et donc, on faisait ce qu'on appelait des city attacks. Donc, on allait, vu qu'en fait, bah, Spendesk est une entreprise parisienne, enfin française, pardon, mais qui est basée à Paris. Donc, il y a un peu ce côté, en fait, de, de, de s'enfermer en fait et de pas aller voir au-delà. Et donc, en fait, nous, on se forçait une fois par mois à aller en fait rencontrer des entreprises dans d'autres villes. Donc, on a fait Lyon, Rennes, Toulouse, etc. Et donc, on prenait des microcosmes de ces villes-là et on allait identifier donc les entreprises qui étaient soit dans notre cœur de cible, mais aussi plus tradies, mais qui étaient assez connues en fait dans la région. Et donc, on allait faire ce travail de recherche sur ces entreprises-là. Et on allait même donc sur place. Soit on avait des réunions, soit on n'en avait pas. Si on n'en avait pas, bah, on allait directement dans les bureaux faire toc-toc et essayer d'avoir la personne. Et de manière générale, sinon, effectivement, il y a plein de sources en fait qui sont différentes. Si la personne n'est pas sur LinkedIn, est-ce qu'elle est présente sur un forum ou sur un annuaire d'une communauté en particulier? Nous, il y avait DFCG qui est une communauté de trésoriers. Il y en avait une autre AFTE où c'est l'inverse. Enfin, il y en avait trésorier et l'autre comptable. Et donc, en fait, c'était comme un annuaire par exemple, de trésoriers de groupes comme Auchan, de boîtes comme ça qui sont du coup plus corpo, mais qui nous permettaient en fait d'avoir les bons contacts. Et sinon, de manière générale, bah, du coup, tu as tout ce qui est bah, plus large de société.com, d'aller en fait chercher massivement ces entreprises-là. Et ensuite, donc c'est un tout autre travail, mais donc en fait, toute entreprise finalement, enfin je veux dire, est trouvable. Les contacts, ça peut être plus compliqué. Et en ce qui concerne le contacting, bah, il y a plein de choses qui peuvent différer. Il y a le côté effectivement, on va peut-être mettre plus en avant le côté call. Donc là, bon, bah, je parle encore une fois de la situation où il y a une équipe commerciale. Si vous êtes une petite équipe, c'est peut-être plus compliqué. Mais il y a le côté euh, channel qui va changer. Donc forcément, il va y avoir de l'email, mais il va y avoir plus de calls. Si c'est possible d'être en physique, on va aller en physique. Et après, bah, c'est des milieux quand même où ce qui fonctionne mieux, c'est quand même le réseau et le physique. Donc, bah, les événements, c'est pas l'année dernière, c'était pas ce qu'il y avait de plus avantageux. Mais être présent sur les événements, être présent dans les communautés, euh, et aussi bah, tout ce qui est en fait parrainage. Enfin, je veux dire quelque chose vraiment dans tout ce qu'on fait en fait, il faut que ce soit récurrent. Et donc quelque chose qu'on mettait en place aussi, c'était en fait d'identifier quand est-ce que la personne va être la plus à même à nous référer quelqu'un, à nous parrainer quelqu'un. Et donc, enfin, il y a tout ce qui est Net Promoter Score, NPS, il peut y avoir des signaux autres, mais c'est aussi de demander en fait à sa base client du parrainage, de l'introduction. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait de manière récurrente et justement d'autant plus sur les entreprises qui sont plus traditionnelles pour essayer de pénétrer ce marché ou ce secteur. Ok. J'imagine qu'il y a des boîtes que vous chassez depuis des années et que vous n'arrivez pas à avoir.
Ouais, chez Spendesk. C'est marrant, depuis tout à l'heure, je parle comme si tu étais encore chez Spendesk. Mais je pense que c'est ouais, parce que c'est l'expérience la plus significative et surtout, il y a beaucoup de choses à apprendre étant donné que c'est vraiment une boîte qui a grossi et que du coup, il y a vraiment eu plusieurs phases. ouais, bien Euh, sûr. Comment vous gérez le recycling, par exemple? Le recycling, c'est-à-dire, C'est-à-dire un lead que vous chassez depuis un an, vous n'allez pas le contacter pendant un an non-stop. Donc forcément, il y ouais. a un petit bout de temps où vous n'allez pas le recontacter. Mais une fois que vous souhaitez le rechasser à nouveau, comment vous faites pour le chasser efficacement, sachant que cette personne elle a peut-être quitté la boîte, qu'il y a d'autres décisionnaires qui sont arrivés, etc. Ouais, non, c'est très intéressant. Je pense que bah, nous, de manière générale, on avait quand même, on n'attendait pas un an. On attendait, enfin, sauf exception, c'est-à-dire si vraiment il y avait un no-go, un panneau interdit pour contacter cette entreprise, enfin, on n'y allait pas. Mais en général, en fait, tous les, enfin, 3 mois, on relançait une entreprise si jamais elle n'était pas prête ou si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait en fait, il y a deux choses. Euh, chez Spendesk, il y avait l'avantage d'avoir une communauté, CFO Connect, qui s'adresse au directeur financier, et qui permet en fait de garder en fait son audience quelque part, de l'engager, de lui apporter de la valeur, même si c'est pas au travers de son outil, de sa solution. Et donc enfin c'est un moyen qui nous a permis de garder pas mal de potentiels prospects qui en fait, même si son entreprise n'était pas prête en termes de process ou pour d'autres raisons à utiliser notre solution, enfin, ils avaient les échos de nos utilisateurs à travers la communauté. Et deux, comment on réengageait ces comptes-là. Donc, soit on avait comment on appelle ça, quelqu'un comment on peut dire ça? Réfractaire, non? Ouais, ouais, Détracteurs, ça se pardon. dit. Détracteurs. Donc soit on avait vraiment un détracteur qu'on allait, en fait, pour lequel on comprenait que c'était pas la personne avec qui il fallait échanger. Et donc il y avait un feu rouge pour cette personne-là, mais ça ne nous empêchait pas en fait d'engager d'autres personnes. Donc soit il pouvait y avoir par exemple la carte du CEO si c'est vraiment un gros logo, un gros compte, d'engager en fait Rodolphe, soit directement avec le CEO ou soit avec le décisionnaire, enfin le directeur financier. En fait, c'est un peu la carte joker. Et je Donc pense tu que c'est parles assez du intéressant. CEO de ta boîte, de Ouais, Spendesk. ouais. Donc c'est lui qui lance la cadence pour cette personne-là. Qui lance pas la cadence, mais en fait, c'est une carte qu'on peut jouer, c'est-à-dire de soit lui demander, bah, déjà, est-ce qu'il connaît quelqu'un là-bas? Est-ce qu'il peut contacter une personne enfin, là-bas? Est-ce qu'il peut avoir une intro? Ou alors, est-ce que le mettre dans la boucle peut aussi faire sens, peut pousser la discussion? Donc c'est vraiment, et puis même ça peut se refléter sous différentes manières. Donc ça peut être, on a un directeur financier aussi, Fabien, enfin Spendesk qui est un directeur financier. Et donc c'était aussi de jouer la carte qui peut en fait euh, relancer la discussion, de parler entre pairs et pairs, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et donc il y avait cette carte-là aussi qui fonctionnait. Donc je dirais la communauté, mettre en contact avec un membre, enfin un membre clé ou un pair. Et ensuite, bah, ne pas lâcher, c'est-à-dire que de manière générale, on relançait de manière assez fréquente, toujours la recherche de décisionnaires, s'il y a des nouvelles personnes qui arrivaient dans l'entreprise, bah, se faire connaître de ces personnes. Et voilà ce que je vois à l'instant. Ça marche. Dis-moi, concernant votre stack commercial, les outils que vous utilisez chez Spendex et puis dans ta boîte actuelle, c'était quoi? Mhm. Donc, chez Spendesk, au tout début, on avait un CRM qui s'appelle Close Data.io. On est vite passé sur Salesforce. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'un à l'autre? C'était justement, entre autres, la gestion de doublons qu'on gérait très mal auparavant, mais surtout la gestion de comptes, c'est-à-dire Salesforce, l'avantage c'est de pouvoir vraiment gérer ses prospects et ses clients avec cette vue compte, plus de granularité en fait, compte et contact, et ensuite opportunité. Et Close en fait, c'était un CRM qui était très flexible, on pouvait faire énormément de choses, mais qui correspondait pas à nos besoins futurs et qui pouvait pas en fait même être un outil suffisamment robuste pour collaborer
et pour y intégrer toutes les problématiques et les complexités qu'on pouvait avoir avec certains comptes et organisations. Parce que le Salesforce de Spendesk, il est connecté directement à Spendesk pour recevoir, par exemple, la liste des nouveaux inscrits, etc. Non, il n'est pas directement connecté, mais c'était vraiment cette problématique en fait de compte et d'organisation où en fait, pour faire simple, Spendesk a plusieurs devises, va avoir par exemple une entreprise qui est dans plusieurs pays, et donc en fait, ça va être un compte différent à chaque fois sous une même organisation, et c'était pas un modèle possible sur notre CRM précédent. Ok. Donc, même si, par exemple, un Sales France signe une boîte qui décide de mettre en place Spendesk sur 5 pays, au final, le Mhm. revenu ne va pas aller au Sales France, mais il va aller dans chaque pays. Il va y avoir effectivement une entité par pays. Ok, ça marche. Et du coup, Euh, c'est quoi les autres outils? ouais, donc il y a Sales Loft comme outil de Sales Automation, donc pour gérer justement toutes ces campagnes de prospection. Nous, côté grosse, on utilisait Autopilot, qui est un outil de marketing automation, mais pour lequel on utilisait pour de l'outbound, parce qu'en fait, ça nous permet de faire plus de conditionnels, d'actions et de l'intégrer avec plusieurs outils différents, chose qui est pas nécessairement possible avec des outils de sales automation. Et ensuite, aujourd'hui, ils ont Mojo, Ok. qui est justement enregistrement, écoute et analyse de call. Bah, d'ailleurs, Euh, il y a le frère de Paul qui est chez Spendesk, non? peut-être, je sais pas, de Paul Perotti? Ouais, Peut-être alors, mais du coup, je l'ai pas, je pense que je l'ai pas connu. ok. Ah, parce que je crois qu'il est chez Euh, Spendesk. et après, bah, on avait une grosse, enfin, du coup, là, on parle de sales, ce qui est lié, on a une grosse brique d'enrichissement. Et donc là, on avait beaucoup d'outils, enfin, Get Email, Zero Bounce, voilà Norbert. En fait, on a agrégé plusieurs outils d'email enrichment pour en fait remplir tous les trous dans la raquette, et du People pour du numéro de téléphone. Et sur du sales, je réfléchis C'est juste quoi si j'ai l'outil pas pour oublié le numéro de téléphone? People, PayPal. PIPL, PayPal, ok, je connaissais pas solution celui-là. israélienne. Et je réfléchis si enfin, il y a peut-être des outils que j'ai pas en tête, peut-être plus sur de la enfin, enfin, sur de pas de la récompense, mais je sais pas si on utilise Cobra. Euh, mais c'est ça principalement, Salesforce, Salesloft, euh, et après tous ces outils enfin Mojo, je pense qu'il est énormément utilisé maintenant, et après tous les outils d'enrichissement de manière générale. Ok, ça marche. Très clair pour moi. Juste quand tu parlais des outils pour vérifier la donnée via différents email providers, je ne sais pas comment on dit ça en français, ou plutôt là, j'ai Ouais, pas les mots qui sortent tout de suite. Vous avez fait des automatisations pour avoir vraiment un trigger qui part de chaque outil pour lorsque il y a un outil qui ne le trouve pas, il y en a un autre derrière qui arrive et qui essaie de trouver. ouais, c'est exactement ça. Donc on parle de cascade d'enrichissement, c'est euh, aller, comment dire, demander à une solution si elle trouve un email, par exemple. Si elle trouve pas, ou alors que c'est pas sûr à 100%, on va tester avec un autre, et après on va avoir une couche de zero bounce qui en fait va tester vraiment si l'email bounce ou non. Et donc en fait pour avoir enfin en gros entre autres un ratio qui soit extrêmement élevé pour enfin la trouvaille d'email. Ok, donc là, on va rentrer dans un sujet assez technique, mais dis-moi, est-ce que vous faisiez tout ça sur un Google Sheet avec du Zapier, etc. Ou est-ce que vous avez développé une petite app interne comme vous avez pu le faire pour Ouais, votre expression Chrome? donc je pense que c'est hyper intéressant justement. On l'a fait de manière très différente du coup pendant 2 ans. Au tout début, c'était vraiment entre guillemets, on utilisait des solutions et potentiellement c'était drag and drop de CSV enfin, sur les solutions en question. Donc au tout début. Après, du coup, il y avait enfin, du Google Sheet où du coup on utilisait justement on faisait du Zapier, comme tu disais, où on allait faire appel aux solutions pour retrouver l'information et ensuite les importer dans le CRM. Après, il y a eu une phase où on a créé un add-on Google pour en fait enfin, y plugger nos solutions d'enrichissement. En interne, justement, on avait créé notre propre brique d'enrichissement, c'est-à-dire, comme je disais, de compiler plusieurs solutions et en faire qu'une.
Et donc, il y avait justement Google Sheet et Add-on. Et aujourd'hui, il y a vraiment il y a plus de passes sur Spreadsheet. En fait, maintenant, en gros, ils ont enfin, Spendesk a une énorme stack avec une stack data qui est assez lourde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une warehouse, enfin, il y a une stack qui a été créée par Aurélien, et dès qu'en fait il y a des trous dans la raquette, ça va faire enfin, des calls API sans rentrer trop dans les détails, mais en fait qui va aller demander aux solutions une réponse. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de passage sur Spreadsheet. Ok, ça marche très clair. Ouais, je vois que vous avez vraiment essayé d'automatiser un maximum toutes les tâches un peu manuelles qui sont chronophages Ouais, et qui posent des réelles problématiques lorsqu'on commence à avoir des équipes qui font 20, 30, 40, 100, 200 commerciaux. exactement. Et justement, encore pour revenir là-dessus, au tout début, on avait une équipe de freelance que j'ai recrutée, enfin, que j'avais formée. Et en fait, au fur et à mesure, leur mission s'est réduite. C'est-à-dire qu'au tout début, on leur demandait d'aller chercher des informations, parfois sur des entreprises, parfois des décisionnaires pour s'assurer qu'en fait, on n'en rate pas. Et à la fin, enfin, leur mission n'avait plus rien à voir. Mais du coup, c'était vraiment, on commençait avec ce qu'on avait, ou en tout cas ce dont on avait besoin. Et au fur et à mesure, en fait, on essayait de réduire les besoins de ressources externes pour avoir quelque chose qui fonctionne entre guillemets tout seul. Maintenant que tu as du recul, parce que ça fait pas mal de temps que tu as de l'expérience sur ce type de poste, est-ce que tu vois des choses que vous aurez pu mieux faire chez Spendesk? Il y a beaucoup enfin, il y a entre guillemets justement ce côté euh, over-ingénierisé, c'est-à-dire que il y a quand même, il y avait cette obsession d'internaliser les choses. Justement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut mettre en place avec du Zapier, de l'Integromat, des outils qui sont à disposition, des cascades d'enrichissement comme on évoque. Et donc, justement, moi là, c'est aussi parce qu'il y a la chance d'avoir pas mal d'outils, mais à ce côté-là, en fait, pas nécessairement besoin de tout vouloir internaliser. Et à l'époque, il y avait même certains outils qui existaient déjà et pour lesquels on a préféré enfin, l'internaliser avant même de pouvoir, par exemple, tester un outil 2, 3 mois. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui que justement dans ma nouvelle entreprise que je considère, c'est-à-dire voir déjà si une solution existe, si elle existe et qu'elle répond à mon besoin, essayer enfin la tester. Si ça correspond, que tout est bon, il n'y a pas de raison d'ingénieriser. Si au moment donné, je rencontre des limites et qu'elles sont importantes et qu'elles sont essentielles, y réfléchir pour potentiellement internaliser. Mais de manière générale, c'est quelque chose je pense qu'il faut retenir, c'est euh, il y a énormément de choses qu'on a construites en interne qui sont aujourd'hui au cœur du moteur de Spendesk et de son outillage, mais énormément de choses qui peuvent être démarrées avec, euh, avec des outils qui sont à disponibilité et qui ne nécessitent pas nécessairement comment dire, de compétences ingénieurs ou tech, mais potentiellement seulement un peu de temps à regarder des tutoriels et à mettre les mains dedans. Ça ressemble à quoi une journée chez un growth manager? Ça dépend. Enfin, je veux dire, par exemple, euh, pour ma part, aujourd'hui, je suis en charge de tout ce qui est acquisition de nouveaux utilisateurs. Donc, c'est assez large. Et j'ai aussi la partie opérationnelle et tooling. Donc, ça dépend aussi du rôle. Mais aujourd'hui, donc, j'ai mis en place Salesforce, HubSpot. Et je pense que ça, c'est quand même un prolongement, c'est-à-dire il y a ce côté rendre plus productives les équipes. Aujourd'hui, on est une petite équipe, donc on a plusieurs casquettes. Mais il y a quand même au cœur du métier ce côté rendre les équipes productives et processer les choses aussi. Les rendre faciles, enfin, rendre l'information facile d'accès, rendre l'information facilement actionnable aussi pour les équipes revenues. Et donc, il y a ce côté donc, outillage, comment on gère la donnée, euh, quelles données on va chercher, comment on la rend actionnable. Et il y a le côté acquisition, où pour ma part aujourd'hui, c'est travailler avec les équipes revenues pour pousser la viralité enfin, avec les équipes revenus et produits pour pousser la viralité dans le produit. On a un outil qui est enfin, par défaut viral, c'est-à-dire que nous, on fait appel, on invite des entreprises à inviter d'autres entreprises.
donc à inviter leur écosystème de partenaires. Donc comment on fait pour avoir, on parle de R0 aussi comme le Covid, mais comment on fait pour avoir un taux qui soit plus élevé que 1. Et il y a tout ce côté acquisition de direct, donc parce qu'il y a des sign-up viral, des viral sign-up et des directs. Et donc il y a tout ce côté, encore une fois, outbound, et donc il y a tout ce qui vient en amont, dont on parlait, identification des cibles, euh, aller enrichir toute cette donnée, aller la pousser ensuite dans les outils de sales automation. Et il y a les campagnes d'acquisition, d'expérimenter les différents canaux et voir lesquels fonctionnent le mieux. Donc c'est assez large comme rôle. Et, euh, et du coup, c'est quoi le business model chez Reveal? Alors chez Reveal, donc on est sur on est vraiment sur un modèle de boule de neige en fait, effet de réseau. Ce qui fait qu'en fait, on a l'avantage d'avoir levé des fonds donc l'été dernier, il y a 1 an, pour en fait se laisser de la marge et en fait se concentrer sur l'acquisition d'entreprises et de nouveaux utilisateurs avant vraiment de pousser la monétisation. Donc c'est vraiment un avantage. C'est vraiment même Simon qui est CEO de Reveal nous partageait le fait que les investisseurs lui disaient même euh, de, de tranquilliser, lui en fait il voulait vendre la solution le plus vite possible. Ils lui ont dit non, attends un peu, concentre-toi sur le nombre d'entreprises. Et aujourd'hui en fait on a l'usage sur notre plateforme est gratuite. On a une application Salesforce qui est justement essentielle pour des entreprises qui ont des équipes partenaires de 20, 30 personnes, un écosystème de partenaires de 50, 100 ou plus. Et donc, en fait, les personnes qui ont besoin de l'application Salesforce vont payer. Ceux qui ont besoin aussi de l'API, par exemple, notre API, parce qu'ils ont des besoins très particuliers, vont payer. Tout le reste aujourd'hui est gratuit. Ouais, au final, je ne comprends pas réellement ce que vous faites chez Reveal. Donc, j'ai compris qu'il y avait Oui, un écosystème de partenaires, mais c'est quoi votre travail? Qu'est-ce que vous faites? ouais, bien sûr. En fait, nous, on permet aux entreprises d'identifier. Donc, je vais prendre un cas très précis. Si vous connaissez l'écosystème français, on va avoir du Spendesk qui va collaborer avec du HGCap, du Swile, du Payfit. Et Mhm. qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont identifier les comptes qu'ils ont en commun dans leur CRM. Et ils vont pouvoir se partager des comptes que l'un a dans son CRM et l'autre n'a pas, et inversement. Et en fait, c'est un process qui s'appelle de l'account mapping qui est fait par les équipes partenariats à la base. Ils font ça sur Spreadsheet. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est identifier les comptes qu'ils ont en commun et s'entraider sur ces comptes-là et dire je connais le décisionnaire de telle entreprise, je peux te faire une intro. Euh, et c'est vraiment en fait à la base un process qui est très, déjà manuel parce que c'est sur Spreadsheet, mais très one-to-one, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont connecter parfois leurs commerciaux entre eux. Ils vont se faire des intros et après, tu as un cas qui est assez nouveau, parce que du coup, nous, on s'est démocratisé ce process, qui est du Spendesk qui va collaborer avec du Payfit, par exemple, et qui, eux, c'est davantage identifier les comptes qu'ils ont dans leur CRM, qui sont potentiellement inutilisés, et qui sont potentiellement le plus most likely to buy, qui, en fait, sont plus à même de répondre et de convertir, et aussi le côté, en fait, échange de nouveaux comptes avec des entreprises qui s'adressent à une même audience. Comment Et donc, aujourd'hui, on vous... a... Excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Comment vous positionnez, par exemple, par rapport à un business first? Business First, alors je me trompe peut-être parce que je connais assez peu. Il me semble que c'est une communauté essentiellement, c'est ça? Alors, ce n'est pas une communauté, c'est vraiment une entreprise. En gros, ils font le même fonctionnement que ce que tu viens ce dont tu viens de me parler. Donc, vous, c'est une boîte tech, etc. Ouais. Eux, ils ont une plateforme également de mise en relation. Mais surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des entreprises sur un secteur donné. Mhm. Par exemple, on va fonctionner par typologie du même ICP, même type de Ok. client. Donc, par exemple, moi, dans mon groupe, parce que je suis sur Business First, je Mhm. vais avoir 20 boîtes qui ont à peu près les mêmes cibles que moi. Et du coup, on va Ok. fonctionner de la même manière. En fait, on va se faire des petits déj toutes les 2 semaines où là, chacun va pitcher un compte, dire ce qu'on a Ok. fait dessus, dire c'est quoi leurs problématiques, leurs enjeux qu'on a identifiés, dire les contacts clés et comment on peut les aider. Et après, Ok. on fait des one-to-one ensemble. Ok. Déjà, on regarde sur les comptes qui ont été pitchés s'il y a des comptes sur lesquels on a besoin d'aide. Et après, on se fait des one-to-one ensemble. Ouais. C'est également Ouais. collaboratif parce qu'on décide ensemble si on accepte une nouvelle personne dans notre groupe ou pas. Ok. Hyper intéressant. Là où on se diffère, je pense, c'est en fait à la base, on s'adresse à des entreprises qui ont déjà cet écosystème de partenaires.
en fait, qui font déjà ce process-là, mais sur spreadsheet. Et donc, eux, en fait, c'est juste, ils vont transvaser de spreadsheet à notre solution, totalement gratuite, inviter tous leurs partenaires et faire la même chose qu'ils faisaient. Et maintenant, justement, donc ça, c'est plus ou moins l'étape numéro 1. Et ensuite, maintenant, qu'on s'adresse à des entreprises qui, pour la plupart, n'ont pas encore d'écosystème de partenaires ou alors qui est encore assez jeune, en fait, on a ce côté matching qu'on met en place à travers la plateforme de suggérer des partenaires par rapport à l'audience à laquelle ils s'adressent. Et en fait, on leur permet de se connecter entre eux. Donc, on est moins sur enfin, c'est vrai qu'on ne crée pas nécessairement des groupes entre eux, on est plus sur une relation one entre entreprises. Mais soit il y en a qui sont très matures, ils ont déjà leur écosystème, ils invitent leurs partenaires, soit on a une entreprise qui arrive, on lui suggère des potentiels partenaires avec lesquels se connecter. Et c'est comme ça qu'on fait le matching. Et aussi, donc on a créé une communauté en lançant donc, notre nouvelle identité il y a 2 semaines, où là, on invite les personnes qui souhaitent collaborer à matcher entre différents secteurs, enfin entre différentes entreprises de leur secteur. Ok, très intéressant. Et Je pense que du coup, si tu dois faire le commercial, voilà, moi je suis un prospect, tu me parles de ta solution, je te dis, bon, bah, au final, c'est quoi le bénéfice par rapport à un spreadsheet? Moi, mon fonctionnement sur le spreadsheet, il me va très bien. ouais. Euh, bah, en fait, de manière générale, sur Spreadsheet, il y a 2 choses, enfin, il y a plusieurs choses, je pense, mais il va y avoir déjà énormément de perte de temps. Je suppose qu'il va y avoir énormément de formules, de perte de temps à trouver les bonnes formules, à avoir de la donnée qui soit à jour, parce que notre solution elle permet notamment d'être connecté à votre CRM et donc de se mettre à jour de manière automatique. Et donc, si tu reviens sur ton spreadsheet demain, c'est pas sûr que l'entreprise en question soit encore prospect, opportunité ou autre. Et ensuite, de manière générale, le spreadsheet n'est pas l'outil le plus à même de collaborer. C'est-à-dire demain, tu dois notifier par exemple ton commercial d'une entreprise prospect chez ton partenaire ou tu dois envoyer une invitation à un nouveau partenaire. Enfin, c'est pas un outil qui est central et c'est pas non plus un outil sur lequel tu peux traquer et mesurer l'impact de tes partenariats. C'est-à-dire que nous, non seulement tu vas pouvoir faire le même process de manière plus efficace, avec pas de perte d'informations, euh, de données à jour, mais aussi tu vas pouvoir savoir quel a été l'impact par la suite sur la création d'opportunités, de revenus et de pipeline de manière générale sur ton entreprise. Ok, ça marche très clair. Euh, les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Vincent tant qu'il est là, pour qu'on puisse justement avoir un petit Q&A et savoir si vous voulez savoir des choses en particulier sur son parcours ou sur comment il travaille. De mon côté, si j'avais une question à te poser, je te demanderais Ouais. euh, qu'est-ce que tu as envie de mieux faire aujourd'hui dans ton job? Qu'est-ce que j'ai envie de mieux faire aujourd'hui dans mon job? De manière générale, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps. Et non, je pense que là, euh, et peut-être davantage quand on est dans une plus petite entreprise, mais on a plusieurs casquettes. C'est difficile de prendre le temps déjà d'avoir une vue plus globale et de documenter les choses. Je pense que c'est un compromis qui est assez dur à faire, sachant que il y a le côté c'est hyper important de documenter, sachant qu'on a aussi des profils un peu plus juniors, on a des stagiaires et donc il faut avoir le temps de les former, avoir le temps de documenter certains process parce que tout n'est pas facilement accessible et en plus de ça, il faut que ça aille vite. Donc je dirais avoir du temps et avoir le temps de documenter et de bien documenter. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire mieux? Euh, je sais pas. Bon, pas de souci. Il y a Pierre qui nous pose une question. Il nous dit, bon, bah, si ta solution est gratuite, comment tu te rémunères? Ouais, donc justement, c'est ce que je disais. L'usage de la solution enfin, sur notre plateforme est gratuite. Si les personnes veulent utiliser enfin, l'information directement dans leur CRM, c'est-à-dire, par exemple, j'ai dans mon CRM une entreprise, je peux directement voir si elle est
client, tout prospect chez un partenaire, quel est son statut, etc. En fait, tout ce que je peux retrouver sur notre solution, l'avoir dans son CRM, ça, c'est payant. Et de même, on a une application Slack, on a une API, et en fait, c'est plus ou moins sur les intégrations où on va devenir payant. Sinon, l'usage même, comme elle peut l'être sur Spreadsheet, va être gratuite. Donc, toute entreprise peut faire le test. Ok, ça marche. Et on va inverser l'exercice. Si tu avais une question à me poser, ça serait quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à être coach, sales coach? Alors, j'ai toujours voulu transmettre. Et ça, c'est vraiment un truc depuis tout petit, que ce soit donner des cours en cours particulier, que ce soit quand j'étais en école, prendre la moitié de ma promo ou de ma classe et les faire bosser avant des partiels, que ce soit donner des cours à mes petits frères ou autres. Enfin bref, j'ai toujours voulu transmettre parce que déjà, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et puis surtout, je Ouais, trouve ça très valorisant de voir une personne monter en compétence grâce à toi et surtout la faire en sorte qu'elle soit passionnée ou au moins qu'elle s'intéresse un peu plus à quelque chose. Moi, je me rappelle d'un prof de marketing que j'ai eu en terminale qui m'a juste bluffé. Et moi, c'est ce qui m'a mis dedans, c'est ce prof-là. Sinon, ok, jamais de la vie, j'aurais commencé à être attiré par tout ce qui est marketing, etc. Donc, super. je suis très content d'être sales coach chez Human et du coup de partager mon expérience, de partager mon savoir, de voir des personnes avancer au fur et à mesure. Et puis même sur mon job de directeur commercial, c'est la même chose. Quand je recrute une nouvelle personne et que je la vois exposer les compteurs en un laps de temps record, forcément ça fait plaisir. Tu dis que tu n'enseignes pas n'importe quoi, que Mm. c'est des choses qui fonctionnent, que tu arrives à coacher des personnes, faire en sorte qu'elles soient motivées, intéressées, et puis surtout qu'elles comprennent les choses et surtout qu'elles se les approprient. Pour moi, il n'y a pas plus grand kiff une personne à qui je transmets des choses devienne meilleure que moi. Top. Bah, franchement, un grand respect. On est d'accord. En tout cas, les gens sont dans le partage et on adore. Et pour ceux que ça intéresse, ça fait 2 ans également que avec Jérémy, on a lancé une newsletter, la grosse letter, dans Ah, laquelle mais justement on partage des articles, des outils, des offres de job et des personnes, donc également toujours dans le partage. je connaissais ta newsletter, mais je ne savais pas du tout que c'était toi. Donc, j'y suis Ouais, même abonné, mais je ne savais pas du tout que c'était toi. exact. Parce que je suis assez discret. Alors, euh, il y a Ivan qui dit, si tu devais repartir à zéro, comme nous à l'heure actuelle, quel sujet, alors bon, Ivan, il manque, Essaierais-tu quel de sujet maîtriser à essaierais-tu tout de prix? maîtriser à tout prix? Si tu devais partir à zéro comme nous à l'heure actuelle, quel sujet essaierais-tu de maîtriser à tout prix? Ça peut paraître bateau, mais en fait, il y a énormément de personnes qui peuvent. En fait, l'essentiel, c'est vraiment la compréhension de son audience et à qui on s'adresse. Comme je le disais tout à l'heure, ne pas avoir peur, ne pas se dire que son métier se limite à 3 grandes lignes. Enfin, je veux dire, un peu au cliché qu'on peut mettre à un métier. Typiquement, un marketeur qui ne contacte pas, qui n'échange pas avec son cœur de cible, avec son persona, que ce soit au téléphone, par email, sur LinkedIn, qui s'intéresse à aller voir des communautés. Euh, pour moi, c'est essentiel en fait à un moment donné, décrocher son téléphone ou, euh, ou, ou mettre la main dans ses emails ou dans son LinkedIn pour échanger avec sa cible, parce que c'est ce qui en fait te permettra, ta cible ou tes clients, te permettra d'avoir le plus de retours et de retours actionnables, que ce soit pour ton produit, pour que ce soit pour tes campagnes marketing, ton site, n'importe quoi. Parce que parfois, en fait, on peut avoir la tête dans le guidon et ne pas prendre le temps de le faire. Et pour moi, c'est essentiel. Donc, si vous vous lancez dans votre startup, que vous rejoignez une entreprise, prenez le temps d'échanger avec des clients et avec des prospects, que vous soyez sales ou non. Top. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à ce workshop. En tout cas, merci beaucoup, Vincent, de t'être rendu dispo ce soir, Ouais, de nous avoir un plaisir. partagé ton expérience. Et puis, merci à tous également d'avoir été présents Un et plaisir. d'avoir posé des questions au sein de ce workshop. N'hésitez pas à m'inviter sur LinkedIn pour
si vous souhaitez échanger ou tout simplement pour rester dans la boucle. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi, Otman, et j'espère que c'était du moins un minima intéressant. Ouais, c'est intéressant, hein. Vu toutes les questions que je t'ai posées, moi personnellement, Ouais, limite j'ai plus fait ce workshop pour moi que pour les spectateurs. top. Bah Non, non, écoutez, un c'était vraiment très plaisir et intéressant. Merci. passez à tous une bonne soirée. Merci. Allez, salut. Ciao.